Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Céline Gibolo, psychologue clinicienne, et Agnès Diego, psychosociologue, pour parler des interventions lors d'un événement traumatique. Moi, je travaille à Epsilon Melia et je suis directrice pédagogique. C'est moi qui accueille les demandes quand il se passe un événement traumatique au sein des structures et que l'intervention doit être menée. Du coup, j'ai un peu un rôle de diagnostic pour savoir ce qui s'est passé et puis penser ensemble quelle est l'intervention la plus adéquate. Ça peut être des entretiens individuels, ça peut être des entretiens collectifs, ça peut être très rapidement une fois, ça peut être un peu perlé. Voilà, ça dépend de où en est la structure et ça dépend de l'événement. Souvent, cette intervention, elle s'inscrit dans le cadre des risques psychosociaux pour protéger et prendre soin des professionnels et puis aussi on prend soin à travers ça des personnes accueillies. Avec moi, donc Céline et Agnès, chacune va présenter un type d'intervention différent. Agnès va présenter un accompagnement individuel et Céline va plus présenter un accompagnement collectif auprès d'une équipe. Agnès, d'abord, on parle de trauma. Alors, qu'est-ce que c'est un trauma? Alors le trauma, si on reprend l'étymologie, ça vient du grec, ça signifie choc, blessure. En psychanalyse, le terme est étendu au choc émotionnel, à l'effroi. Ici, on va faire référence à la blessure psychique dans notre propos. Le traumatisme est la conséquence donc d'un choc violent, émotionnel ou physique, qui implique une effraction qui va désorganiser la vie de l'être, du sujet, la vie psychique. L'individu va sentir sa vie en danger. L'excitation et l'émotion engendrées par ces situations qui sont tellement violentes et intenses euh, vont faire que le sujet va entrer dans un état de sidération. C'est-à-dire qu'il va se couper, sortir de lui-même, se cliver pour se protéger d'un ressenti beaucoup trop intense, peur, horreur, effroi. Et le traumatisme, ça touche aussi bien le champ somatique que du psychisme. Et il atteint pas seulement l'image du sujet, mais son être intime et organique. Et il menace l'intégralité, c'est-à-dire la totalité de l'être, physique et psychique. Alors, quand on parle de trauma, ce qui est intéressant dans le vocabulaire de psychanalyse, il me semble, c'est de différencier quelques notions. Donc, il y a d'abord l'angoisse, qui est cet état caractérisé par l'attente d'un danger, du danger. On ne sait pas de quoi il est fait, mais on sait qu'il est là, voilà, et on l'attend. Il prépare en quelque sorte. La peur qui suppose un objet. On sait de quoi on a peur. Un objet défini. Et puis l'effroi. L'effroi qui est cet état qui survient quand on tombe sur une situation dangereuse à laquelle on n'était pas du tout préparé. Et ça met l'accent sur le facteur surprise. Voilà, Oui, en Merci quelques mots. Agnès. Céline, pour compléter, on pourrait parler de quoi? Des signes, qu'est-ce qu'on repère? Alors, donc, comme le disait Agnès, il y a en effet le côté, le choc, la soudaineté et les conséquences que ça va avoir sur la vie de la personne, hein, tant au niveau social que physique. Et selon l'origine du trauma, on va avoir différentes réactions. Donc, l'origine, elle peut être liée à une intervention humaine, hein, donc par exemple dans le cas d'un viol, d'une agression, ou une origine plutôt événementielle, donc suite à des événements de vie, comme un décès par exemple, hein, ou un accident. Donc ça va avoir un impact différent. Ce qui est important, en effet, on peut repérer déjà dans le discours de la personne certaines récurrences thématiques. La peur, l'insécurité, euh, le côté aussi perte, hein, qui vont être très présents dans le discours de la personne, la culpabilité aussi. Donc ça déjà, c'est en soi des signes. Hein. Dans le discours, le vocabulaire utilisé, on repère déjà. Et puis au niveau des signes, on va avoir également l'anxiété, les angoisses, l'isolement hein, parfois, et l'évitement de la situation. Hein, on le verra tout à l'heure hein, dans les cas présentés. Et puis l'impact sur le quotidien. Hein, donc que ce soit au niveau somatique, l'alimentation, le sommeil, et puis les ruminations aussi. Hein, le fait qu'on répète souvent les mêmes, enfin on revient tout le temps sur l'événement. En fait. Ça, c'est des signes qui doivent interpeller les institutions et notamment les chefs de service. Mmh. Mhm. Merci beaucoup Céline. Moi, je rajouterais aussi un élément important, c'est que tous les événements ne sont pas traumatiques pour tous. C'est-à-dire Mhm. qu'un événement grave n'a pas forcément le même impact sur chacun Mhm. et donc il ne faut pas créer du trauma où il y en a pas. Voilà, c'est aussi important dans ce qu'on va
vérifier quand on nous appelle, c'est de savoir si, l'événement qui s'est passé a vraiment provoqué du trauma et on va le repérer avec les signes, qu'évoquait, Céline. Mmh mh. Concret aussi sur des types d'interventions. On peut intervenir parce qu'il y a eu des décès au sein des institutions, soit des décès de résidents, soit des décès de professionnels, des accidents, des agressions, des viols, mais aussi sur des choses un peu différentes comme du détournement, de fonds, d'argent, des personnes qui tombent amoureuses, d'une professionnelle, un usager qui tombe amoureux d'une professionnelle et qui sait pas du tout, qui arrive plus à s'en dépêtrer. En tout cas, ce qu'il faut repérer, c'est que beaucoup de types d'événements peuvent être traumatiques. Ce qu'il faut repérer, c'est où est-ce que ça fait trauma. Voilà, donc c'est vraiment ces signes. Souvent, les chefs de service, ils vont les repérer quand ils vont nous appeler. Ils vont nous dire, «On sent que l'équipe, là, il y a une personne qui s'est dégradée», par exemple, «Il y a une personne qu'on sent fragilisée», voilà et donc ça, c'est important, avant de mettre en place une intervention. Après, il y a des traumas qui sont où il y a des événements, qui sont extrêmement lourds. Mmh. Heu, Par exemple, je pense à un lieu où le monsieur avait tenté d'assassiner sa femme, devant d'autres résidents. Là, c'est sûr qu'on peut se poser la question d'une intervention immédiate et après de pouvoir après cette première intervention, de voir, qui est traumatisé, qui l'est pas. Voilà, il y a des fois aussi des événements qui font vraiment, Ouais. effraction, de manière, très très globale. Mmh mh. Ça, c'est vraiment du sur mesure, au fur et à mesure, on échange et on voit ce qui semble le plus, voilà, s'il y a une intervention ou non. Les interventions, elles se font sous donc 2 formes, je disais tout à l'heure, soit en individuel, soit en collectif. Mmh Et mh. puis, il y a une notion de rapidité. C'est-à-dire que quand l'événement a eu lieu, il faut qu'on intervienne dans les jours qui suivent pour pouvoir faire un débrief à chaud. Donc, c'est 2 jours, 3 jours, ensuite, voilà, suite à l'événement qu'on intervient. Donc il y a vraiment une notion de rapidité, ce qui nécessite aussi, une vraie mobilisation de la part, des intervenants de pouvoir se rendre disponibles, rapidement pour ce type d'intervention. Mmh. Agnès, je reviens vers vous sur donc l'accompagnement individuel que vous avez mené pour que vous, voilà, nous l'expliquiez un petit peu, voilà. D'accord. Oui, donc je vais vous parler, d'un entretien, qui m'a été donné de faire du coup, durant cette période, du confinement, dans cette période un peu compliquée. Donc il s'agit d'une professionnelle qui exerce dans un CHRS, une structure type CHRS. Et du coup, qu'on va appeler Patricia. Donc Patricia, a quitté sa structure, d'appartenance durant cette période pour prêter main forte à des collègues d'une autre structure. Donc elle connaissait déjà parce qu'elle avait déjà eu l'occasion de faire des remplacements. Donc, lors d'un après-midi, elle était, au rez-de-chaussée et il se trouve qu'elle voit arriver, un des résidents, qu'on va appeler Igor, qui lui demande, qu'elle avait déjà rencontré d'ailleurs, à l'occasion d'un précédent remplacement. Et Igor lui avait laissé une impression très particulière, des regards très noirs, enfin, vraiment très bizarres, qu'elle n'avait pas pu mettre au travail à ce moment-là, prise dans l'effervescence de l'activité, et puis aussi avec une équipe qu'elle connaissait pas vraiment. Bon. Donc voilà, donc ce jour-là, Igor s'adresse à elle et lui demande un nécessaire de toilette. Et malheureusement, il n'y en a plus à l'accueil. Du coup, Patricia doit, aller à l'étage, se rendre à la réserve. Alors cette partie-là des bâtiments habituellement n'est pas du tout accessible aux résidents et du fait de cette période un peu particulière, ce qui était impossible l'est devenu, voilà. Donc mais Patricia donc monte, se retrouve dans cette réserve. Quand elle entend en fait des pas derrière elle, elle a juste eu le temps de se retourner et elle voit Igor dans l'embrasure de la porte arriver comme une flèche vers elle, très vite, le regard très, très fixe, marmonner des paroles incompréhensibles et se mettre à la frapper. Voilà. Donc elle décrit un état inerte avec une impossibilité à faire sortir un son de sa voix, un état proche de la sidération, enfin, un état de sidération. Et en entendant des bruits bizarres, un agent de service, qui était à l'étage, finalement est intervenu, et en s'apercevant de cette scène, il s'est interposé. Il s'est au risque de prendre lui-même les coups, mais il a protégé à ce moment-là Patricia. Et puis ensuite, il a donné l'alerte, d'autres professionnels sont arrivés, les pompiers, la police, voilà. Donc Igor a été, embarqué par la police, et puis il a été condamné, à une, hospitalisation de force. Voilà. Donc, cette scène, très vite, il y a eu un entretien, voilà, donc très vite après cet événement. Voilà. Et puis, un entretien dans lequel, finalement, on retrouve les signes, hein,
clinique décrit par Céline, elle décrivait cette peur, cette angoisse. Donc voilà, répétant effectivement que sans l'intervention de ce collègue, elle ne sait pas ce qu'elle serait devenue. Donc vraiment une peur de sortir de chez elle à ce moment-là. Voilà. Et puis, au terme de cette séance, il a été décidé, et ça c'est vraiment à titre exceptionnel, mais d'une seconde séance, un peu plus loin dans le temps, pour effectivement, parce que Patricia était très pétrifiée hein, lors de cette première rencontre, pour essayer effectivement de mesurer, en tout cas de lui permettre de laisser un peu plus de distance dans le temps avec ce vécu hein, très intense. Voilà. Donc il y a eu une seconde séance qui s'est passée à peu près 10 jours plus tard. Et lors de cette seconde séance, Patricia venait de recevoir une information via ses mails professionnels et elle venait de savoir que Igor était hospitalisé à 2 pas de chez elle. Voilà. Alors, ce qui était un peu plus à distance au niveau de ce vécu venait être réavivé de nouveau par cette information. Et de nouveau émergeait chez elle, alors qu'elle disait avoir été mieux, cette peur, cette crainte de sortir. Voilà. L'extérieur devenait à de nouveau dangereux, à double titre d'ailleurs, hein, par rapport à ce confinement, cet extérieur, et puis par rapport à la crainte de rencontrer Igor. Mmh. Voilà. Merci beaucoup, Agnès, pour, cette présentation qui marque bien la violence, de l'agression et voilà, qui montre bien qu'est-ce que c'est un événement, traumatique et les effets sur Patricia. Du coup, est-ce que vous pouvez un peu nous décrire ce qui a été mis, au travail pendant la séance? Oui, du coup, pendant cette première séance et puis la seconde, à partir du récit et surtout de l'énonciation de la professionnelle, il s'agit de revivre le choc, de remettre en mouvement son vécu, sa pensée, de l'amener vraiment à se représenter l'événement. Et ce qui a été mis au travail, c'est ce qui a fait trauma pour elle. C'est de faire émerger ses affects et de les relier avec l'événement, l'amener à une compréhension de ses émotions. Voilà, donc à partir d'une phase d'écoute, puis de questionnement, il s'agit de tirer les fils, de laisser libre cours aux associations libres et l'amener à élaborer en tirant les fils autour de cette et à partir de cette scène traumatique, comment, pour ensuite penser comment elle va pouvoir la réinjecter dans sa pratique professionnelle. Comment, de cette blessure, de cette marque, elle va en faire une force. Elle va pouvoir réadapter, en faire un plus pour son cadre interne, au sens de Catherine Henry Ménassé, c'est-à-dire ce avec quoi elle travaille, son vécu, sa formation. Voilà. Donc, comment elle va pouvoir réadapter son cadre interne et sa posture et ses postures professionnelles. Voilà. Donc, voilà, donc il y a eu un premier entretien, ce que je disais, un second, et un troisième est envisagé voilà, d'ici la fin du confinement, au moment de la réouverture de sa structure. Voilà, parce que ça va être une nouvelle étape aussi pour Patricia, voilà, de reprendre dans cette structure d'appartenance hein, qu'elle avait quittée de fait, et pour réenvisager son état émotionnel au sortir du déconfinement. D'accord. Merci beaucoup. C'est vrai que ce qui est important, c'est généralement on intervient une fois. C'est très rare qu'on intervienne plus. Et il y a un retour qui est fait au commanditaire, c'est important. Alors le retour, vous le nommez, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de votre entretien, ça reste Non, confidentiel entre vous et elle, hein, voilà, c'est votre espace et son espace surtout à elle. Par contre, ce qu'on va remonter au commanditaire, c'est ce qui a provoqué un deuxième entretien, c'est que on sentait qu'il y avait un vrai besoin d'une suite et que tout n'avait pas pu être nommé dans le premier entretien. Et du coup, le commanditaire a parfaitement entendu et a dit OK, il n'y a pas de souci, on fait une deuxième séance. C'était assez rare. Généralement, oui, on s'arrête à une première séance où les choses ont pu être nommées. Et s'il y a besoin d'aller plus loin sur la type plus individuelle, ça va être une orientation plus individuelle. Mais là, tout à c'est fait. ailleurs, quoi. Voilà, ça se situe plus dans un contexte personnel. Merci beaucoup pour cette explication et du cas et enfin et de la situation et puis du coup, de la manière dont vous êtes intervenue. Céline, alors là, c'est une intervention collective, donc auprès d'une équipe, ce qui n'est pas du tout enfin du coup, ce n'est pas la même chose comme Non. intervention. Il y a savoir qui est vraiment touché. Est-ce que tout le monde est touché au même niveau? Moi, j'aime bien l'image du galet qu'on lance, dans la Mmh. mer, qui fait des petits rebonds, qui fait des cercles, à différents niveaux. Il y a ceux qui sont touchés de plus près, un peu plus loin, encore un peu plus loin. Et du coup, ça, je pense que vous allez le travailler au sein de l'équipe qui est vraiment voilà, touchée par la situation, qui la présente. Alors, expliquez-nous un peu comment vous êtes intervenu. Oui, Marie. Donc moi, j'ai eu l'occasion d'intervenir il y a quelques mois déjà
auprès d'une équipe de femmes, hein, là pour le coup exclusivement féminine. C'est une structure qui est dans le champ du social, hein, donc qui accompagne les familles en milieu ouvert. Hein. Donc, ce qui a été l'événement qui a fait traumatisme, c'est en effet le décès d'une maman. Hein, donc, l'équipe accompagne cette famille. Donc, c'est un contexte de séparation très conflictuel entre le papa et la maman. Et du coup, dans ce cadre-là, il y a une demande qui est faite de la famille en termes d'aide éducative auprès des enfants, notamment un enfant qui pose des vrais problèmes de comportement. Donc, l'équipe, notamment deux éducatrices, interviennent à domicile et à l'école. Donc, dans ce contexte-là, Cécile intervient à l'école un matin et l'enseignante lui apprend que la maman est décédée. Et donc, c'est derrière le côté soudain, hein, le choc de cette annonce et le côté inattendu, ce qui semble fragiliser très rapidement Cécile, que je nomme ainsi, hein, c'est pas son prénom. Donc, elle semble très déstabilisée par cette annonce. Donc, elle devait voir l'enfant, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle réagit, elle ne sait pas de quoi la maman est décédée, quand. Et du coup, elle se retrouve dans ce contexte avec l'enfant et ne sait pas du tout comment réagir. Et on va voir que très rapidement, ça a un impact dans son comportement avec de l'anxiété, des angoisses, des pleurs également. Et elle revient sans cesse sur cette situation. Donc, ça a un impact sur l'équipe hein, qui se saisit de ça et prend part à la souffrance de la collègue. Donc, la chef de service interpelle Epsilon Melia et du coup, j'interviens assez rapidement, hein, quelques jours après. Et donc, lors de cette séance hein, de groupe, on établit que, ensemble, hein, avec l'accord du groupe, que Cécile exposera la situation, puisque c'est elle qui semble le plus touchée par les événements, et on repère bien les signes qu'on a nommés tout à l'heure, que j'ai nommés tout à l'heure. Donc, dans un premier temps, on va avoir un temps de débriefing, où du coup, Cécile va raconter ce qui s'est passé, mais l'équipe va être à l'écoute. Elle fait soutien de Cécile. Hein. Donc là, c'est important de prendre le temps de bien nommer les détails, tout ce qui a pu faire écho pour elle, et les émotions. Et sur ce temps-là, on note, donc Marie nous disait qui ça touche pas. Là, en l'occurrence, l'équipe s'en saisit hein, par cette narration, et on sent que les émotions sont assez fortes. Donc, il y a des pleurs. Hein, l'équipe peut aussi exprimer des peurs, donc de l'anxiété, et puis surtout de la culpabilité, des doutes aussi sur qu'est-ce qui va faire suite à ça. Donc, sur un deuxième temps, on va essayer d'analyser ce qui se passe. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait souffrance, notamment auprès de Cécile, mais aussi pour chacune d'entre elles. Donc, on va questionner la situation et on va mettre des mots sur qu'est-ce qui fait souffrance, qu'est-ce qui questionne. Hein. Donc là, en l'occurrence, c'est le rapport à la mort hein, qui ressort, et aussi comment accompagner cet enfant, comment un enfant va pouvoir grandir sans maman, c'est quoi mourir jeune, qu'est-ce qu'on laisse, voilà. Et évidemment, on va voir le lien très fort que ça peut avoir avec notre histoire, nos croyances. Donc, ce qui fait souffrance chez les uns ne fait pas forcément souffrance chez les autres, surtout dans cette question de la mort. Hein. Et c'est là que ça arrive un débat. Hein, c'est donc vraiment une séance très forte où chacun peut donner un peu de soi. Hein. On va également être face à la culpabilité. Donc, on va essayer de comprendre que là, on est sur un événement de vie. Donc, on peut pas, la responsabilité, elle incombe pas à une personne. Donc, souvent, on retourne cette responsabilité contre nous-mêmes. C'est ce qui nous rend souvent coupables. Donc, on va être sur cette expression-là. Hein, qu'est-ce qui fait qu'on se sent coupable? Et puis, essayer de faire face aux doutes, aux questionnements. Donc ça, c'est le deuxième temps. Et puis, dans un troisième temps, du coup, une fois qu'on a lâché un peu tout ça, il y a une certaine distance qui s'opère, hein, une distance plus professionnelle. On va plus travailler sur nos postures, donc à l'aide d'outils théoriques, mais aussi pratiques. Donc là, on va être sur un échange plutôt sur la posture professionnelle. Hein. C'est un moment que je trouve en lien avec la résilience. Hein. On tourne une page pour en ouvrir une autre. Et ce qui a été très intéressant sur ce moment-là, c'est que ça a mis en lumière
aussi la dynamique de l'équipe, notamment la solitude des professionnels qui sont souvent amenés à travailler seuls dans les familles ou dans les écoles. Et du coup, elles ont pu exprimer tout ça. Donc, ça a eu un fort écho, hein, c'est ce côté créativité. Et puis après, ben, on conclut. J'évalue voir ben, est-ce que ça a répondu aux attentes de l'équipe, comment la personne, notamment Cécile, se sent, comment se sent l'équipe après cette séance de groupe. Voilà. Merci beaucoup, Céline. En fait, c'est intéressant la description des 4 phases, que vous faites qui voit bien et on voit bien l'écho entre les professionnels Mmh, individuellement, chaque mmh, un et l'écho chez l'équipe. C'est-à-dire, en quoi l'événement est révélateur aussi du fonctionnement de l'équipe, de la vie de l'équipe mmh, et c'est en ça qu'on voit que ces 2 interventions qui sont très différentes entre l'individuel où on est vraiment centré sur la personne et qui peut faire plus facilement écho aussi avec sa vie personnelle et le collectif où on va être plus, même si on va livrer mmh. quelque chose, on va être quand même plus dans la protection de soi et puis l'intervenant va aussi inviter à se protéger, hein. L'idée c'est pas de trop s'exposer et du coup, qui révèle aussi, où en est l'équipe et où en est, la maturité de l'équipe par rapport, Mmh. voilà, vous dites une jeune équipe, de jeunes professionnels, une équipe peut-être plus qui aurait déjà Mmh. travaillé ensemble depuis plus d'années, l'aurait sûrement géré de manière, différente et Très du différente. voilà. Mmh. Du coup, on voit l'importance aussi de l'équipe. Du coup, le même événement n'aura pas le Mmh. même impact selon aussi l'équipe qui l'accueille et les professionnels qui l'accueillent. Merci beaucoup pour ces 2 exemples très concrets. Du coup, vous êtes dans une place particulière, ce qu'on appelle la place du tiers, c'est-à-dire que vous ne faites pas partie de l'institution. Mmh. Mmh. Vous êtes en dehors et vous venez mmh. pour, accompagner. Du coup, Agnès, qu'est-ce qui joue dans cette place de tiers? Bah, écoutez, d'abord, c'est vrai que cette place de tiers, c'est d'abord, la mission qui est une mission spécifique, ponctuelle. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, c'est l'urgence, l'inattendu, le fait de me mettre entièrement sur un temps très court au service de l'autre, dans une recherche mutuelle de ce point de rupture, d'être autorisé finalement à revisiter ensemble l'état de sidération, au cœur même de là où tout s'est joué, le vécu de l'autre, pour lui permettre de le regarder et de recouvrir des forces pour ensuite le dépasser. Voilà. Donc mon cadre en tant que tiers, c'est de proposer, mon rôle en tant que tiers, c'est de proposer un cadre sécure au sens de KS, c'est-à-dire une enveloppe contenante pour accueillir justement l'inattendu, les émotions, et d'adopter une présence authentique, sincère, d'aborder l'autre avec effectivement beaucoup de tact et d'attention, voilà, et d'être à une distance entre la personne et son vécu. Donc en tant que tiers, bah, c'est effectivement me mettre et de mettre la personne ou le groupe, les amener à faire sortir ce vécu, à le regarder, se regarder faire. En individuel, il y a quelque chose de beaucoup plus effectivement intime, d'un huis clos, de plus intime dans l'écoute, dans la présence, dans le récit, dans la mise en sens et aussi dans les résonances. Voilà. Et à partir d'un cadre sécure, il s'agit d'adopter les principes de l'écoute active. Voilà. Dans une séance individuelle, l'enjeu est de se rencontrer pleinement. Et a priori, il n'y a pas de suite. En fait, on se dit à jamais. Voilà, c'est préférable. Très Sinon. très bien, à jamais, Agnès. Heu et Céline, vous qu'est-ce que vous rajouteriez, pour vous, c'est quoi la place du tiers à vos yeux? Bah, je reprends ce que dit Agnès, à savoir la question du cadre. Au niveau du groupe, c'est très important. En tout cas, moi, je le souligne dès le début de la séance. Je rappelle les règles du groupe, à savoir la confidentialité. Donc, ce qui se passe à ce moment-là reste confidentiel. Hein, ça reste au niveau du groupe, que ce soit pour l'équipe ou pour moi. Hein. Je rappelle aussi le respect, c'est-à-dire l'écoute, hein, comme le disait Agnès, et le non-jugement. Donc ça, déjà, ça me semble essentiel dès le début de la séance. Et puis après, ben, c'est vrai que c'est une vraie immersion, hein, c'est un peu comme une aventure. De par l'événement qui saisit tout le monde, on se retrouve un peu comme un guide. Hein, je trouve que le côté cadre, c'est aussi tenir les rênes pour contenir toutes ces émotions, tout ce qui pourrait faire débordement. Et du coup, on est amené à guider hein, cette équipe. Donc ça me semble important, les guider dans leurs affects, dans leur représentation,
et du coup, pour que ça fasse sens pour elles et pour mettre des mots sur ce qui fait souffrance et les aider à dépasser cet événement qui est traumatique. Voilà ce que j'ajouterais. Merci beaucoup, Agnès et Céline. Donc si on essaye de ressortir les idées fortes, la première c'est: un événement ne fait pas trauma pour tous. Mmh. Faut repérer les signes et quand on repère des signes ou quand on se questionne, à ce moment-là, on met en place une intervention. L'intervention, elle est sur mesure, donc ça peut être de l'individuel, ça peut être du collectif, ça peut être les 2. Mmh. C'est voilà, chaque fois, c'est différent, les interventions sont différentes. Ça peut être aussi bien auprès des personnes accueillies, les publics, qu'auprès des professionnels, notamment dans le cadre des risques psychosociaux. C'est important aussi, on pense point. Il y a la rapidité d'intervention, c'est dans les jours qui suivent, on intervient. Et puis il y a donc un cadre d'intervention qui est qu'on a vu, très soutenant, très cadrant, très protecteur, avec l'idée d'une intervention rapide, retour au commanditaire pour voir un peu un état des lieux, soit de l'équipe, soit de la personne, et puis, une intervention de maximum. Voilà, on peut dire sur, l'intervention traumatique. Merci beaucoup à Céline Merci. Merci. et puis, à bientôt.